Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode d'Écho de Ferme avec un invité que vous allez sûrement reconnaître. Bonjour cher invité. Bonjour Sophie. Vous allez peut-être reconnaître la voix, c'est Maxime Margalet, agriculteur que j'avais interviewé dans la saison 2 d'Écho de Ferme où j'avais parcouru l'Occitanie et dans les Pyrénées-Orientales, j'avais rencontré Maxime. Je vous invite à réécouter l'épisode qu'on avait fait ensemble parce que cette fois-ci, on ne va pas reparler vraiment de sa ferme. Pendant mes vacances dans les Pyrénées-Orientales, l'objectif c'était de venir te voir pour venir boire un petit café. Et puis, entre-temps, il y a un mois, il s'est passé quelque chose ici, près de où tu habites, à Ille-sur-Tête. Exactement. Et donc, je me suis dit, c'était peut-être l'occasion d'en discuter. Ça fait longtemps que je voulais faire un épisode sur les agriculteurs et agricultrices que j'ai rencontrés en me disant qu'est-ce qu'ils sont devenus quelques années plus tard. J'étais venue il y a 2 ans, je me suis dit, il n'y a peut-être pas beaucoup d'avancées, sauf que pour toi, il s'est passé quand même quelque chose de grave il y a un mois. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, au lieu de juste venir et de se rappeler des bons moments et de se dire que tout va bien et que tout avance, aussi de parler les moments de difficulté. Donc je suis contente de pouvoir faire ce type d'épisode avec toi. Tu es mon tout premier que je viens revoir. Super. Oui. J'aurais préféré dans d'autres circonstances. Oui, mais c'est bon, ça. Alors je suis d'accord, dans d'autres circonstances, mais dans l'agriculture, il faut aussi voir les réalités en face. Exactement. Et tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Juste Maxime, avant, pour rappeler ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode qu'on avait fait ensemble, qui tu es, qu'est-ce que tu produis ? Alors, je suis Maxime Margalet, je suis arboriculteur. J'ai une exploitation d'une 50aine d'hectares, tout en bio. On fait principalement pêche nectarine et on a fait de la diversification avec abricots, poires. Et récemment, on a fait un projet de clémentine. Oui, c'était d'ailleurs le sujet il y a 2 ans. On parlait de ton nouveau projet qui était de planter des clémentines pour s'adapter au changement climatique parce que les Pyrénées-Orientales, ici, on a quand même un climat qui est très particulier. Alors, on sort quand même de presque 3 années de sécheresse. Donc oui, le climat change, évolue. C'est pour ça que tu avais décidé de faire des agrumes, c'est ce que tu me disais. C'est pour ça. Donc ce n'était pas la seule raison, mais ça faisait partie des raisons principales. Et donc ce qui était un projet quand nous nous sommes rencontrés est devenu la suite de l'exploitation. Donc les clémentiniers grandissent super bien. On a hâte de passer à la première récolte. Donc tu les as plantés il y a 1 an. C'est ça. Avec du coup une couverture sous panneau. Voilà, sous ombrière agrivoltaïque. Voilà. D'accord. Donc c'est assez intéressant sur la clémentine parce que l'été, c'est bien de les protéger du soleil. Et donc pour les panneaux, c'est bien de prendre le 100% d'ensoleillement durant l'été. Donc c'est un bon compromis, ça me protège du vent parce que l'agrume est très sensible au vent. Donc ça nous protège du vent, on a une réduction jusqu'à 40% du ressenti. Et ça peut nous protéger des fortes pluies et de la grêle. Donc, chemin faisant, on pense que c'est une très belle opération d'avoir planté les clémentiniers sous panneau. Et là, tu attends les premières productions pour quand ? On aura les premières clémentines à l'hiver 2027. Voilà. D'accord, donc encore une bonne année et demie. C'est ça. Parce que là, on est en août 2026. Alors, c'est le moment de parler de ce que je mentionnais juste avant, parce qu'on est en août 2026. Il y a un mois, on était début juillet 2026. Et pour ceux qui se rappellent un petit peu de l'actualité, près de ta commune, Boule-Ternaire, Trévillac, si je ne me trompe pas, c'est des villes qu'on ne connaissait pas forcément avant, mais on les a beaucoup entendues à la télévision, parce qu'ici, il y a eu un grave incendie, il y a un mois, qui t'a touché. Alors raconte-nous. Exactement, donc l'incendie qui est parti de Trévillac, une commune un peu plus haute d'où nous sommes, qui a ravagé quand même 5000 hectares. Donc malheureusement, avant le très gros incendie de la Gironde, il y a encore quelques jours, semaines, c'était le plus gros incendie de France. Et ça a touché pas mal de communes, beaucoup de maisons, beaucoup d'hangars et énormément de vergers. Donc, nous, on a été touchés sur 17 hectares. Donc, 17 hectares où on a perdu tout ce qui était système de filtration, vannes, programmateurs, réseau d'irrigation. Ça a déjà été un énorme impact. On a perdu toutes nos haies protectrices de
de nos champs. Donc, Oui, parce que tu avais fait un travail de refaire tes haies, parce que tu es en agriculture biologique, donc pour essayer de préserver aussi cette biodiversité, tu avais fait beaucoup de haies tout autour de tes parcelles qui ont brûlé. Exactement. Donc ça, c'est un coup dur et c'est, comme on en discutait juste avant, c'est un coup dur parce que la biodiversité va disparaître et qu'on ne sait pas demain comment vont réagir nos cultures. Donc en plus de devoir... Des pertes sèches, on va dire, il y a aussi ces pertes invisibles. Exactement. De devoir gérer les replantations parce que sur ces 17 hectares, on a quand même perdu au moins 4 hectares à 100% qui vont être obligés d'être tronçonnés, arrachés et replantés. Donc en plus d'avoir perdu ces arbres, la récolte qui nous restait aussi dans une année où le fruit bio repartait à la hausse, qui était une belle année pour nous. On a perdu déjà la fin de saison, donc ça a été le premier coup dur. Après les vergers, donc les champs en entier, plus l'irrigation, les haies. Et demain, on ne sait pas comment nos vergers vont réagir. Donc on est encore à seulement un mois de l'incendie. On a encore un peu la tête dans le guidon. Donc on essaye de réfléchir le moins possible à l'avenir et aux conséquences parce que premièrement, ça ne pourra rien y changer. Et oui, là, tu restes, on va dire, dans une gestion court terme déjà, avant Exactement. de te projeter. Exactement. Et en tout cas, donc, du coup, sur ces 50, 17 touchés, 4 vraiment perdus totalement. Et ensuite, les autres, c'est par haie qu'il y a eu des impacts. Partiellement. Alors, il y en a où on a perdu les rangées du bord. D'autres, le feu est rentré dans le champ, a brûlé une rangée au milieu, on ne sait pas comment. Certains ont été touchés à 30% du verger. Donc, c'est... Voilà. Mais ce qui est compliqué, c'est un champ touché à 30%. Sur des arbres qui ont par exemple 8-9 ans, qui sont en plein rendement, on ne peut pas replanter parce que le temps qu'on replante et que les replantations arrivent à fruits, on devra arracher le verger. Donc en fait, on va continuer à travailler sur ces 12 hectares restants, 12-13 hectares restants, sur des choses, des rendements partiels en fait. Donc j'aurai 12 hectares et peut-être qu'en fait ça me vaudra le résultat de 8. Donc oui. Pareil, ça c'est... En fait, tu sais que dans les prochaines années, le rendement sera forcément et la productivité sera forcément impactée. C'est ça. Et ça ne sert à rien de replanter parce qu'effectivement, par rapport au cycle de tes vergers, c'est peut-être pas le plus optimal. Exactement. Ça fait partie de nos coups durs. Et comme tu viens de le souligner, il y a tous ces coups invisibles. Donc il y aura ces arrachages de haies, ces replantations. Il y a tout le travail de l'irrigation. Oui, qui a un enjeu, tu me disais dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Donc, tu as tout un système de goutte à goutte parce que l'eau, c'est une denrée très rare dans surtout les chez nous. Pyrénées-Orientales. Donc, tu avais tout un système et tu m'expliquais que dans le constat, en tout cas, tout a fondu et limite, ça a carrément disparu en fait, de la parcelle. Exactement. Il y a eu des endroits où ça a tellement chauffé qu'on s'est même demandé est-ce qu'on avait vraiment des tuyaux de goutte à goutte. En essayant de rire un peu de la situation pour essayer de dédramatiser et ressortir la tête de l'eau. Mais tous les restes de l'incendie, toutes les cendres, le brûlé est rentré dans les réseaux sous pression. Et aujourd'hui, on a les filtres bouchés. On doit passer tous les jours sur nos filtres. Ça nous bloque les électrovannes. On doit les remplacer. Et là, on est à un stade où même les goutteurs se bouchent. Donc là, on a une équipe qui est dédiée avec des épingles à nourrice à déboucher les goutteurs. Et tout ça, c'est des coûts qu'on ne remboursera jamais. Et c'est un travail colossal. Oui. Et voilà, c'est pas simple à passer. Et comme je disais, là, on est un peu encore dans l'urgence. On part au plus pressé. Et après la saison, on va se poser, on va essayer de remettre la tête à l'endroit. Mais bon, on reste pas impuissant. Et ma maman dit souvent, on est des paysans. On met un genou à terre, mais jamais deux. Et là, c'est vrai qu'on a un genou qui est bien à terre, on est bien bas. Mais on essaye de rebondir. On a déjà pris contact avec les pépiniéristes pour essayer de trouver des arbres pour pouvoir replanter dès cette année. On ne veut pas se laisser abattre. Où on pleure et puis on dit on arrête. Où on se bat et on fait ce qu'on fait de mieux dans notre métier. On s'adapte. Et on fait preuve de résilience et on repart. La chance que j'ai sur mon exploitation, c'est que je suis associé avec mon papa. Et d'être deux, c'est une grande force parce que... Oui, c'est une ferme familiale, donc vous serrez les coudes, on va dire. Comme on s'est dit,
on aurait été chacun seul. On ne sait pas si on aurait pu ou si on aurait voulu repartir parce que le coup qu'on a pris derrière la tête, il a fait mal. Nous, on a eu une chose un peu spéciale. On a défendu le mas familial avec mon frère pendant l'incendie. On est passé très proche de le perdre. Heureusement qu'on s'est battu, qu'on est resté, qu'on a eu un coup de main des amis qui sont venus nous aider le soir du feu quand tout brûlait autour de la maison. Donc les séquelles, elles sont assez présentes et assez costauds. Mais comme j'aime à le répéter, on a une famille et c'est une force, c'est une épaule. Et grâce à ça, on va pouvoir repartir. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance, qui sont vraiment seuls, isolés. Et pour eux, ça va être encore plus dur. Donc on essaye de se souder entre agriculteurs. On essaye de retrouver cette cohésion entre producteurs et de laisser personne sur le bas-côté. Si on se replonge brièvement, en tout cas, sur ce week-end où en tout cas le feu s'est déclenché ici dans les Pyrénées-Orientales, proche de chez toi, tu l'avais vu arriver ou tu te disais, bon, le feu est encore loin? Comment ça s'est passé concrètement le jour J? Quand il a démarré à Trévillac, on était à une tête des années-lumière de penser qu'il rentrerait dans les villes, qu'il brûlerait nos exploitations, qu'il nous mettrait en danger. Il est encore loin. Il était très loin, les pompiers vont le contenir. Et ça, c'était le samedi soir, dans la nuit. Et le dimanche à 15h, on m'appelle pour me dire que mon hangar est en train de brûler. Parce qu'il y avait tellement de flammes qu'on ne savait pas s'il brûlait ou non. Par chance, les pompiers l'ont sauvé de justesse. On a perdu un peu de matériel, on a perdu la serre qu'il y avait devant. J'ai envie de dire, presque avec tous les dégâts qu'il y a eu, ça compte pas. Ça a été le premier impact. Puis de là, dans la soirée, c'est le mas de mes parents qui a failli brûler. On a passé la nuit de l'horreur. On s'est battu comme on a pu avec nos petites armes. On n'avait pas le droit d'aller chercher nos tracteurs avec nos cuves. Oui, parce qu'il y avait les ordres d'évacuation en parallèle. C'est ça. Donc, je suis content pour faire le parallèle. En Gironde, les agriculteurs ont donné un énorme coup de main aux pompiers. Les agriculteurs, les chasseurs. Et j'étais content de voir ça parce que chez nous, on ne nous a pas laissé la possibilité d'aider. Donc nous, on n'est pas partis. Et comme un pompier nous a dit, si vous étiez partis, la maison aurait brûlé. Donc, on est content d'avoir fait ce choix. Mais si on avait pu avoir nos cuves, aller chercher notre tractopelle, on aurait pu aider, on aurait pu contribuer. Donc après, on l'a fait à notre façon pour les reprises. Mais disons qu'on ne nous a pas laissé la chance, c'est peut-être pas le bon mot, mais on ne nous a pas laissé l'opportunité d'aider en tant qu'acteur du territoire. Après, c'est toujours pas évident, le feu est là, faut gérer et éviter les pertes humaines aussi. Donc sur le moment, j'imagine que même pour les pompiers, les agriculteurs ou tous les habitants, c'est la cohue. Exactement. Et c'est difficile des fois de prendre des décisions non, mais bien sûr. Ça, c'est, parce que du coup, vous êtes restés, vous avez réussi à sauver la maison familiale. Exactement. Bon, les parcelles à côté, par contre, ont brûlé. Le soir, dans cette nuit de l'horreur, déjà, on n'y pensait pas. Parce que c'était presque accessoire quand on se bat pour sauver une maison d'une vie. Penser à nos champs, c'était secondaire. Et puis il y a des gens qui ont tout perdu, donc on fait la part des choses quand même. On essaye de relativiser comme on peut. Et le matin, on a eu le hangar de justesse, on a eu la maison de justesse. On est marqué, ça fait déjà 48 heures qu'on ne dort pas. Et là, on arrive, on nous dit que le tour du village a brûlé. Et quand on découvre notre exploitation, on s'aperçoit des premières pertes. On en a découvert pendant 10 jours peut-être. Donc voilà, tous les jours, c'était une nouvelle épreuve. On n'arrivait pas à voir plus loin que l'heure d'après, avec le travail, avec les catastrophes, avec le très très peu de sommeil. Donc oui, ça a été une épreuve difficile. Ça l'est encore, mais là on essaye de reprendre de reprendre la bête. Je sens en tout cas l'émotion dans tes paroles, mais c'est normal, c'est encore tout récent et on parle beaucoup, on communique beaucoup quand il y a le drame. J'imagine qu'il y avait aussi des journalistes partout, mais des fois, 1 mois après, 2 mois après, où on n'a pas forcément c'est ça. L'étape d'après qui est souvent aussi tout aussi difficile. Et ça fait partie de nos peurs également parce que on ne veut pas être les oubliés de tous ces incendies.
parce qu'il y a des catastrophes partout. Et déjà, on ne parle plus du tout de l'incendie de Trévillac à la télé. Ah oui, celui Donc, de Gironde a forcément été spectaculaire et du coup bien a pris sûr. aussi le dessus. Il y a eu des feux aussi très importants dans le Var, à Fontainebleau Oui. par exemple. Exactement. Et peut-être de par la situation géographique, on en parle encore. Et nous, on a déjà disparu des radars. Donc le but, c'est pas de comparer qui a le plus de pertes. C'est des drames partout. Et il y a des sinistrés partout. Mais c'est de ne pas oublier tous les sinistrés parce qu'il y a une nouvelle actualité qui arrive, on va dire. Exactement. Tous concernés par les mêmes vécus. En fait, ce que tu vis, toi, ici, des agriculteurs dans le Var, en Gironde, enfin, peu importe. Exactement. En France, et même les années précédentes et à venir, malheureusement, seront touchés par ton témoignage parce que vous vivrez la même chose, finalement. Voilà. Là, bien sûr que là, dans les nouveaux axes de réflexion, il va falloir se pencher sur les incendies qui sont en train de devenir monnaie courante avec l'énorme incendie qu'il y a eu dans l'Aude l'année dernière, tout ce qui se passe cette année. Il va falloir commencer à réfléchir. Un pompier nous a dit si le feu n'est pas rentré dans boule ternaire, c'est grâce aux vergers qui l'entourent. Donc une part était les nôtres et celle des amis agriculteurs. Et ces vergers ont fait une ceinture de protection naturelle. Et aujourd'hui, en fait, nous, les demandes qu'on a envers l'État, c'est de ne pas nous laisser tomber, de nous aider à repartir. Parce que demain, si nos vergers ne sont plus là, parce qu'on ne peut plus, on n'a plus les moyens de continuer d'exploiter. Si on laisse des friches ou autre. Le prochain incendie, c'est le village qui brûle. Donc si on est prêt à faire ce sacrifice, ne nous aidez pas. Si on veut protéger les villes, il va falloir aider l'agriculture. Parce que les vergers disparaissent, les vignes disparaissent, le pastoralisme disparaît. Et voilà, on voit ce que ça donne. Les friches, les gens qui ne veulent pas louer, vendre leur terrain, qui ne s'en occupent pas, c'est catastrophique pour nos communes. Et dans notre département, la déprise agricole est en train de grandir d'année en année. Si les pouvoirs publics ne font rien, on pleurera beaucoup plus lors des prochains incendies. Bon, tu me tends le bâton. Les pouvoirs publics, est-ce que toi, un mois après, il y a eu des réactions, il y a eu des venues, des rendez-vous, enfin, ou des actions, des aides possibles qui vont vous être allouées ou pas du tout? Il y a eu des réactions et des venues. Donc, on était quand même content de se sentir soutenu. Aujourd'hui, c'est peut-être tôt, et peut-être en août et on est en France, je ne sais pas. Mais voilà, on ne sait toujours pas les retours qu'il y aura. On ne sait toujours pas s'il y en aura. On espère que les venues n'étaient pas juste des discours, des coups politiques et qu'on sera soutenu. Après, heureusement, on a la Chambre d'agriculture, tous les syndicats qui se battent pour nous. On n'est pas oublié dans notre département et ça, c'est important. Après, la suite ne dépend plus de nous. On a fait le taf, on a accepté les venues, on a montré, on a replongé à chaque venue, à chaque discours, on a replongé dans le drame. Aujourd'hui, on attend des aides qu'on espère conséquentes parce que certains ont perdu énormément et certains pourront peut-être pas se relever. Et on n'a pas le droit de laisser tomber n'importe qui. On parle de beaucoup. Alors j'imagine que ça va être hyper difficile de chiffrer parce qu'il y a les coûts à court terme, puis après il y a toute ta politique d'investissement, tous tes projets qui sont stoppés. Donc j'imagine que c'est compliqué d'avoir un chiffre très clair, mais est-ce que tu as un ordre d'idée au moins vague de la perte que tu pourrais estimer sur ta ferme? Alors on essaye on a calculé... sans forcément rentrer dans le détail, puisqu'on n'en sera jamais à l'euro près, hein, mais... Exactement, on a calculé les coûts directs. De milliers, est-ce que ça serait plus? Non, là sur des exploitations comme les nôtres, on passe les centaines de milliers. Ouais. Après, je pourrais pas dire exactement, mais voilà, c'est des très grosses sommes. Il y a pas mal de zéros. Exactement. Et encore, on a arrêté de calculer. Une fois qu'on a vu le désastre, on a arrêté de calculer tous ces coûts invisibles. Oui, parce qu'à un moment donné, ça te rend dingue, quoi. T'es là, tu fais, allez, vas-y, on arrête de... Parce que tout ce que tu disais tout à l'heure avec le goutte à goutte, là, ta semaine de salarié occasionnel qui va déboucher avec une épingle, ça rentre, il faudrait le rentrer dans le coup parce que du coup, c'est pas une action qui est normale et du coup, c'est des frais supplémentaires pour toi aujourd'hui. Exactement. C'est 5 personnes pendant une semaine, c'est 3 personnes au goûteur, c'est que des coûts qui seront jamais remboursés. Ah oui. Et les assureurs? Pour parler de mon cas personnel, on est correctement assuré. Jamais à hauteur de ce qu'on... Jamais assez, ça c'est sûr. De ce qu'on a perdu.
Mais on est tombé sur une compagnie humaine, hein, des experts humains. Et donc, on ne s'est pas senti laissé. Mais après, on n'arrivera jamais aux pertes réelles. Tu n'arriveras jamais à rejoindre les deux bouts, mais au moins ça permettra d'alléger peut-être une certaine partie et après à voir ce que les aides de l'État ou locales ou régionales pourront essayer de débloquer. Ça va être un vaste sujet, que ce soit dans les Pyrénées-Orientales ou dans les autres régions. En tout cas, je vois que ça te tient encore beaucoup parce que ça fait un mois. Depuis tout à l'heure, tu souris beaucoup. C'est ce que tu me disais, c'est tu essayes d'avoir cette partie où tu remets le sourire un peu dans ta vie parce que j'imagine que les premières nuits devaient être compliquées. Déjà, les premières nuits sont arrivées après 3 jours, donc elles ne sont pas arrivées très tôt. Et après, les premières nuits ont été tourmentées. Et la tête tournait beaucoup, et du coup, pas de repos, pas d'objectivité, la tête dedans, pas facile. Comment tu fais pour être accompagné sur cette partie-là d'acceptation avec tes proches ? On en discute beaucoup. On fait des projets, on repart, et on s'aime. Et l'amour, c'est pas mal, ça. Dans ces moments-là, c'est une force. Voilà, c'est simple. C'est simple. Dans une famille comme la nôtre, c'est simple de se sentir épaulé. Et heureusement, c'est notre force. C'est beau. Et avec tes filles, parce que tu as des jeunes filles, donc pour les enfants, c'est pas forcément toujours évident de voir ces flammes, ces images, et puis aussi ce stress. Et même si on essaye de les protéger, c'est pas toujours évident dans le quotidien. Bien sûr qu'elles ont été évacuées, qu'elles ont un peu moins vu ça, mais un enfant, ça reste une éponge. Et ce climat anxiogène, elles l'ont ressenti. Là, je pense qu'elles sont passées outre. Et c'est bien parce que leur innocence, quand on rentre le soir, qu'on a la tête un peu embrumée, elles nous laissent pas nous reposer, elles nous laissent pas être embrumées. Elles sont là. Papa. Elles ont besoin exactement. Elles ont besoin de temps. Elles ont besoin de leur père, de leur mère. Et du coup, c'est une bouffée d'air frais. Je sais pas si c'est le bon terme, mais d'oxygène. Mais voilà, elles nous aident. Elles nous aident à leur façon, mais ouais, c'est chouette. Oui, j'imagine. En tout cas, c'est beau de voir que cette solidarité familiale permet d'avancer et d'imaginer des projets, parce que 17 hectares sur 50, c'est quand même une part très importante. Ouais. C'est pas anodin. Comme tu dis, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ta solution, en tout cas, c'est de penser à la suite. Tu as les clémentines, c'était ton projet pour essayer de t'adapter au changement climatique. On espère surtout qu'il n'y aura plus d'incendie. Voilà. C'est sûr. Ta chance aussi, ça a été de ne pas avoir les parcelles au même endroit. Ça, c'est un point quand même qui est important. Le fait d'avoir, entre guillemets, un parcellaire un petit peu morcelé te permet de pas tout perdre, en fait, comme certains qui perdent tout du jour au lendemain. Alors, complètement. Alors, le parcellaire morcelé, c'est une spécificité chez nous, surtout à Boule-Ternaire. Et on a toujours vu ça comme une grosse contrainte. Ouais, mais là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a dit, enfin, on a le retour du boomerang et ça nous a servi à quelque chose. Oui, heureusement. Et du coup, ça permet de continuer. Sur le reste des parcelles, au moins, comment ça se passe ? Sur le reste des parcelles qui n'ont pas été touchées, on continue à faire une saison comme s'il ne s'était rien passé. Mais la saison sera plus courte. En tout cas, on espère que cet épisode sera unique pour toi. Ton père n'avait pas vécu ce genre de choses dans la famille. J'imagine que tu es le premier avec ton père, qui est déjà qui est retraité, il me semble. Non, pas encore, retraité. Bientôt. Pas encore, bientôt. Faut pas lui dire. Il a quel âge ton papa ? Il a 62 ans. Ouais, il est jeune encore. Il est très jeune. J'ai encore besoin de quelques années. Faut pas qu'il parte. Mais oui, c'est le soutien. Mais en tout cas, c'était une première pour vous deux de voir d'être aussi touchés par les incendies. Complètement. On pensait, il pensait avoir tout vu, les grêles, les gels, les sangliers, tous les problèmes qu'on peut connaître dans l'agriculture. Et cette année, la nature nous a dit, non, vous avez encore des choses à découvrir. Et on espère que ce sera le dernier épisode qu'on découvre. Oui, on espère aussi pour toi, t'inquiète pas. Quel enseignement tu en sors ? Aujourd'hui, je ne saurais pas te donner une réponse positive, mais une réponse tout court d'ailleurs. Mais si je pouvais essayer de dire quelque chose, ça serait je me bats pour avoir un équilibre familial et de travail. J'ai la chance de pouvoir le faire. Donc bien sûr que c'est un travail qui demande plus d'investissement, plus de temps que d'autres professions ou d'autres jobs. Mais garder cet équilibre familial est important parce que dans les moments comme ça, notre épaule, ça vient d'ici.
par rapport à il y a 2 ans quand j'étais venue, ce qui m'avait marqué, c'était la résilience et la force d'adaptation. C'est d'ailleurs le titre de notre épisode. Et je vois que 2 ans après, malgré ça, t'as pas changé en tout cas, t'es toujours droit dans tes bottes sur cette force de continuer, cette force aussi familiale qui vous unit. Et même s'il y a eu un genou à terre, le deuxième n'est pas à terre, comme dit ta maman. Exactement. Et du coup, vous allez essayer de vous relever. Et en tout cas, je dis moi, mais je dis même tout le monde qui nous écoute, on te soutient de loin. On peut pas forcément faire grand-chose, mais en tout cas, on espère que ça n'arrivera pas. On espère que la ferme arrivera à perdurer, que les nouveaux projets permettront de vous relever, en tout cas. C'est ce que j'espère pour toi. Et c'est ce qui va se passer. On va se battre pour et ça va être une chouette aventure. Oui, et on espère qu'en tout cas, il y aura des retours et pas que des discours. Ça, c'est surtout ça. Exactement, ça, c'est ce qu'on très peut important. espérer. Que les actions rejoignent les paroles. Voilà, c'est ce qu'on espère. En tout cas, je te remercie pour ce temps. C'est vrai que j'aurais préféré juste qu'on prenne un petit café et qu'on repense aux souvenirs d'il y a 2 ans et pas qu'on parle de tout ça. Mais comme tu le dis, ça fait partie de la vie et je pense que ton témoignage pourra faire écho à d'autres personnes qui auront vécu ou vivront la même chose. Et que du courage pour toi et tes proches. Merci Sophie. Je te dis à bientôt, mais dans de meilleures circonstances. Ah oui. Très meilleur, j'espère. Hein. Je ne reviendrai pas pour les incendies. J'espère pas, en tout cas. À bientôt, Maxime. Merci Sophie, à bientôt. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.